Bienvenue sur Syllabus Plus, où on parle des coulisses de la vulgarisation sur Internet. Et aujourd'hui, on fait la partie 2 de toutes les questions que vous avez posées, parce qu'il y en avait beaucoup. Et donc, ce sont des questions pour lesquelles je trouve que dédier une vidéo complète, j'aurais pas assez de choses à dire. Donc, je réponds en rafale à toutes ces questions-là. Et puis, j'espère que ça vous intéressera. Je n'ai absolument pas de prompteur pour cette vidéo, donc on ne m'en veut pas si je me trompe dans les mots ou si je bafouille et si je cherche mes mots, ok? Allez, on attaque. Procyon nous demande pour ou contre des génériques pour des vidéos YouTube. Ni pour ni contre, je dirais ça dépend. J'ai longtemps été contre parce que, en fait, je pense que j'avais surtout vu des génériques mauvais. Parce que le générique, en fait, je pense que c'est un art en soi. Et il faut que ce soit suffisamment court pour être... pour pas que ça prenne trop d'espace dans la vidéo, tout simplement. Il faut que ça ait un sens. Pourquoi est-ce qu'on amène un générique? Pour moi, le générique, soit il doit amener quelque chose. Qu'est-ce qu'il amène? Est-ce qu'il amène le fait qu'on est dans une série? Donc là, on apprend qu'on est dans une série. Est-ce qu'il amène de l'information supplémentaire? À quoi il sert ce générique? C'est ça la question qu'il faut se poser. On met pas un générique juste pour mettre un générique. Je l'ai fait au tout début de ma chaîne où je mettais juste un petit syllabus, tout ça. Et l'intérêt de ce générique-là, qui durait même pas une seconde, je pense, c'était juste de dire « Hey, vous êtes sur Syllabus ». Ça a un intérêt, à partir du moment où c'est tellement court que ça ne gêne pas au flow de la vidéo, ça va. Mais quand on est dans des génériques qui sont un peu plus longs, donc ce que j'appelle un générique un peu plus long, on va dire qu'il dépasse 5 secondes. 5 secondes, c'est déjà long dans un montage. Quand on dépasse les 5 secondes, c'est que c'est un générique qui est quand même bien présent. Pourquoi faire ? Et moi, sur les génériques, j'ai changé d'avis le jour où j'ai vu la série Explained de Vox sur Netflix. Et leur générique, mais je suis fan absolue de ce générique-là. C'est un générique qui change à chaque épisode. Et ils ont une musique hyper entraînante dessus. La musique y est pour beaucoup, faut être honnête. Et donc, je disais, le générique change à chaque épisode, et c'est-à-dire qu'il change les images et le texte change pour fitter, pour aller vraiment avec le contenu de la vidéo. Donc là, on a un apport d'informations quelque part avec le générique et une musique hyper entraînante. Et donc, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs je l'ai mis en place moi aussi, avec ce générique qui change à chaque fois, depuis que j'ai vu Explain de Vox, et j'essaye moi aussi d'avoir ce type de générique-là sur certaines vidéos, pas toutes, parce que je trouve que toutes les vidéos ne s'y prêtent pas. Donc le générique, la réponse c'est ça dépend. Est-ce que c'est pertinent? Ça peut, mais pour un truc conversationnel comme là, Syllabus Plus, ça aurait pas beaucoup de sens de mettre un générique. Le générique, ça ancre dans un format, ça fait un format beaucoup plus télévisuel, beaucoup plus formaté. Est-ce qu'on veut ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ça dépend. Ça dépend. C'est une réponse super utile. Ah oui, puis sa deuxième question, c'était comment faire pour faire connaître sa chaîne quand on débute? Je pense que ça, c'est une vidéo à part entière, mais peut-être pas une vidéo à part entière de ma part, parce que je suis pas sûre d'avoir la réponse. Il y a plein de gens qui vous disent « Ah, faut faire ci, faut faire ça pour arriver à faire une chaîne YouTube. » Pour moi, la vraie bonne réponse, c'est de la chance. C'est essentiellement de la chance. Donc voilà, je ferai probablement pas de vidéo entière là-dessus parce que ce serait un peu court. Ensuite, on a David Koch ou Koch qui nous dit peux-tu nous dire comment tu travailles? Est-ce que tu t'enfermes 3 jours chez toi à bosser à fond et à manger et à dormir quand tu as le temps? Ou au contraire, est-ce que tu vis ta vie et que tu alimentes ce document uniquement quand l'inspiration se présente? Donc le document dont il parle, c'est une précédente vidéo où je vous donnais un document pour construire vos communications en fait. Alors moi je crois pas du tout au fait de s'enfermer 3 jours pour bosser. J'ai fait ça étant étudiante, quand je procrastinais et que j'avais une deadline pour le lendemain et qu'il fallait avoir fini le projet. Je l'ai fait quelques fois quand j'étais étudiante. Non, j'ai vraiment pas envie de travailler comme ça dans la vie. Je pense qu'il y a aussi une petite différence entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Mais on a cette idée que les auteurs, ce sont des gens qui s'enferment, qui ont besoin d'être dans leur bulle. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est sûr que, déjà parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être productif pour écrire. Moi, écrire un texte qui soit de qualité et bon, plus de 4-6 heures par jour, impossible. C'est trop demandant pour le cerveau.
Donc, pour moi, passer ça, c'est qu'on produit un peu de la merde, en ce qui me concerne. Il y en a peut-être qui arrivent à écrire 8 heures par jour, tant mieux pour eux. Mais moi non, moi je peux pas. Donc mes journées sont très simples, hein. Je commence entre 8 heures et 9 heures, et puis je finis entre 18 heures, autour de 18 heures à peu près. Et puis voilà, c'est très simple. J'essaie d'avoir le rythme de travail qui ressemble le plus à un vrai rythme de travail. Parce que bah, c'est un travail. Donc on va rester dans ces codes-là. Laetitia Ricci nous demande: Bonjour Viviane, j'aimerais bien savoir comment le nom de la chaîne a été créé, de même pour le logo. Ça peut être intéressant pour les nouveaux youtubeurs de savoir créer une image marketing qui marque les esprits et qui permet de bien identifier la chaîne. Alors, pour le nom de la chaîne, je l'ai cherché pendant longtemps, mais il est très réfléchi. Syllabus, donc le si, c'est pour science, c'est pour ça que ça s'écrit SCI. Lab, c'est pour laboratoire, donc pour l'aspect expérimental. Et us, c'est pour us, qui veut dire nous en anglais, pour l'aspect très rassembleur. Donc je veux de la science, plutôt expérimentale, inclusive. Mais le terme syllabus tel que moi je l'écris, c'est mon orthographe à moi, mais il y a une autre orthographe qui est la vraie orthographe, qui est SY2LABUS, qui est un mot qui est assez peu utilisé en France, mais plus utilisé en Amérique du Nord, francophone et anglophone. Et syllabus, c'est un peu comme le plan de cours, c'est un document dans lequel il y a toutes les informations pour un cours à l'université. Donc, quand on est à l'université, on a le syllabus du cours, et c'est toutes les informations nécessaires, bref. Et donc, ça me donnait un petit aspect académique. Donc, on avait la science expérimentale inclusive, avec une forte connotation académique, qui est un peu mon parcours, vu que j'ai fait 8 ans de recherche. Donc voilà, donc c'est ça l'idée du mot. Voilà. Au début, je voulais l'appeler Syllab, pour science et expérimental, mais c'était aussi le nom d'un logiciel, donc ça marchait pas parce que ça allait être confondu. Puis finalement, le syllabus, ce us venait rajouter l'inclusivité, puis ça venait amener cette connotation académique. Donc voilà, je trouve que le nom, il a cet avantage d'être vraiment cohérent avec ce que je veux faire. Il a l'inconvénient d'avoir une orthographe difficile. Donc ça veut dire que quand on me cherche sur Internet, personne ne sait l'écrire, et il y a de bonnes chances que des gens qui cherchent mon contenu ne le trouvent pas à cause de cette orthographe un peu étrange. Donc pensez à ça quand vous cherchez votre propre nom, c'est qu'un truc qui s'écrit comme ça s'entend, ou comme ça s'écrit normalement, c'est plutôt pas mal. Ah oui, puis pour le logo, j'ai eu 2 logos. Le premier logo, c'est moi qui l'ai fait, toute seule comme une grande. Le deuxième, c'est à une époque où j'avais un agent. J'ai eu un agent pendant 1 an, quelque chose comme ça, et je leur avais dit je voudrais refaire mon logo, mais j'ai pas les compétences pour ça. Et ils avaient embauché un illustrateur qui m'a fait des propositions, puis celle que j'ai en ce moment, c'était la mieux, mais je suis pas très honnêtement, je l'aime pas beaucoup ce logo maintenant, mais j'ai rien de mieux à proposer. Donc c'est le logo de Syllabus. Donc l'idée derrière ça, c'est que donc c'est une ampoule qui est très représentative d'avoir une idée, d'être curieux, etc. À l'intérieur, si je me souviens bien, c'est une onde, donc pour l'aspect un peu plus scientifique. Et l'engrenage autour, c'est moi je viens de génie mécanique, donc bon, un engrenage, ça fait science, tout ça. Bon, je suis pas fan. Voilà. Et pour comment créer une image marketing qui marque les esprits, honnêtement, je suis pas une marketeuse, et je pense d'ailleurs que c'est un de mes gros problèmes pour développer l'image de ma chaîne. Je manque de cet aspect marketing, donc je me vois mal donner des conseils là-dessus. À part la cohérence, moi c'est le seul conseil que je donne, c'est d'être cohérent dans ce qu'on fait. Et mais à part ça, je suis pas la bonne personne à qui demander. Ensuite, Mimi la Lune. Est-ce que ton attitude vers le public est différente lors de tes chroniques à moteur de recherche? Quelle différence entre ta vision de l'audience YouTube et Radio Cannes? Merci. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des chroniques à la radio, à Radio-Canada, qui est donc la radio publique du Québec. Et c'est une émission qui s'appelle Moteur de recherche et qui parle de tout un tas de choses, dont les sciences. Et j'ai pas du tout la même écriture ni la même approche pour une chronique et pour une vidéo syllabus. Une vidéo syllabus, l'intérêt c'est qu'on aille vraiment dans le détail, qu'on aille vraiment loin, qu'on aille
vraiment chercher l'information. Une chronique, on est beaucoup plus dans de l'informatif. On est moins dans de l'éducatif. Syllabus, je suis dans l'éducatif. J'essaye d'avoir cette tendance éducative. Dans les chroniques, au début, j'ai essayé d'avoir cette tendance éducative et des fois, j'en mets une petite pointe aussi, mais de manière générale, on est beaucoup plus dans de l'informatif. Et donc, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises, entre de la vulgarisation et du journalisme. Et donc, finalement, les chroniques sont 1000 fois plus rapides à faire. Je mets peut-être entre 4 et 6 heures pour faire une chronique. Et donc c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait si tu veux, je te tutoie, comment tu t'appelles déjà? Mimi la Lune. Donc pour une chronique, en fait, l'information a besoin d'être moins creusée parce que c'est pas ça qui intéresse finalement. Quand on a un sujet général puis on veut en retenir deux, trois petites informations, that's it. On va pas beaucoup plus loin. Puis le public est pas le même non plus. Le public de Radio-Canada est un public beaucoup plus large. Plus âgé aussi, je pense, que le mien, et pas du tout avec les mêmes intérêts. Quand on vient sur Syllabus, c'est qu'on a envie de creuser les choses, on a une curiosité qui est là. Là, avec une chronique conversationnelle de 8 minutes, on peut pas vraiment rentrer dans le détail. C'est pas fait pour, en fait. Le format est pas fait pour. Mais c'est pas grave, c'est juste deux façons d'approcher les choses. Puis à chaque fois que j'ai amené vraiment un aspect éducatif, je trouvais que ça marchait pas. Donc soit j'ai pas trouvé la bonne façon de le faire, soit c'est pas le bon médium pour le faire. Laetitia Ricci ou Ricky, encore une fois, deuxième fois qu'on l'a. Comment sais-tu quand une question qui paraît banale va devenir super intéressante? Eh ben j'en sais rien. Les mystères. Non, j'en sais rien. Je développe mon intérêt là-dessus, puis quand je finis une vidéo, j'ai un avis sur le fait qu'elle soit intéressante, mais visiblement ça marche pas toujours, donc c'est malheureusement difficilement prédictible. Kervinator nous demande: est-il nécessaire lorsqu'on est youtubeur de posséder des réseaux sociaux, et si oui, y en a-t-il des plus pertinents que d'autres en fonction du message que l'on veut faire passer? Je pense pas que ce soit nécessaire dans la mesure où je suis pas sûre en fait. Aujourd'hui, moi, mes vidéos, si je regarde l'afflux qui vient des réseaux sociaux, c'est négligeable comparé à ce que YouTube m'envoie comme public par ses suggestions de vidéos et tout ça. Donc ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont envoyer du trafic vers ma chaîne, ou alors c'est négligeable, dans mon cas en tout cas. Là où les réseaux sociaux sont intéressants, c'est plus pour se développer un réseau, pour être en contact avec les autres youtubeurs, pour voir ce qu'ils font, c'est ça, pour se développer son propre réseau. Pas tant pour ramener du public. Donc est-ce que c'est absolument nécessaire? Probablement pas. Est-ce que ça aide à débuter? Probablement que oui. Donc ça dépend à quelle échelle on en est. Je pense que pour débuter, c'est bien parce qu'on développe son réseau, on fait la promotion de ce qu'on fait, on l'envoie à d'autres gens. Donc je pense que c'est bien quand on débute. Une fois qu'on est établi un peu sur YouTube, ça sert plus à grand chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui, au fur et à mesure, abandonnent les réseaux sociaux plutôt que se créer de nouveaux contacts. Quel est le meilleur? Ça dépend de toi. Moi, j'ai une préférence pour Twitter, pour l'aspect réseau. Je pense qu'Instagram est bien aussi, mais pas tant pour l'aspect réseau. Je pense que pour l'aspect réseau, c'est Twitter qui est plus pertinent. Mais je pense que sur Instagram, il y a une possibilité de développement d'audience. Facebook, je le déteste. J'ai horreur de cette plateforme. Donc, pour des tas de raisons. La première étant, je la trouve impossible à utiliser correctement comparée aux autres. Amis du doute, même question. Les réseaux sociaux sont-ils un incontournable pour une chaîne YouTube? Si on débute, je pense que oui. Si on débute pas, je pense que non. Jocelyn Massot. Ah oui, je pense qu'il faisait référence à une vidéo où je disais que ça prenait beaucoup de temps de faire les vidéos. Et grosso modo, il propose de faire des vidéos moins ambitieuses une fois sur deux pour avoir plus de temps et puis de réaliser d'autres projets. Alors, c'était ma résolution de 2020. En 2020, quand j'ai commencé, j'ai dit « Ok, je fais une vidéo pour moi, une vidéo que j'aime, où je mets toute mon énergie dedans, puis une vidéo rapide, facile à produire, etc. » Toutes les vidéos rapides et faciles à produire en une journée de recherche sont devenues des vidéos beaucoup plus complexes. J'arrive pas à produire des vidéos qui soient simples.
qui soit... En fait, c'est aussi ça, c'est que moi, j'estime que la plus-value que j'amène sur Syllabus, c'est justement d'aller un peu plus loin que tous les autres articles BuzzFeed que tu peux trouver. C'est d'avoir un petit quelque chose en plus, quoi. Le petit quelque chose en plus que tu trouves que dans les articles de recherche et que tu trouveras pas dans les articles machin bidule chouette. Et le problème, c'est que pour aller chercher ce petit truc en plus, bah, t'es obligé de passer du temps. Et donc finalement, je commence à faire le deuil de faire des vidéos simples et plus de produire moins pour produire mieux, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie. Je change d'avis en permanence, donc oui, c'est une option de faire comme ça. C'est une option. Je suis d'accord. J'ai jamais réussi, mais je suis d'accord. Ah, c'est la fin. Ben voilà, c'est la fin des questions. Merci à tous d'être restés jusque-là. Je pense que j'ai dû découper la vidéo en 2 parties, donc merci d'être arrivé au bout de cette seconde partie. Je vous souhaite une bonne journée, puis nous on se retrouve très probablement la semaine prochaine. Et si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, c'est ça qui alimente cette chaîne. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!